Bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans ce magnifique décor. Je ne sais pas pour nos invités, mais je le trouve assez impressionnant et j'espère qu'il va nous porter. Merci aussi d'être aussi nombreux en ce vendredi matin pour venir entendre nos débatteurs sur un thème qui nous intéresse tous, surtout à quelques mois de l'élection présidentielle l'année prochaine. Je vous en rappelle l'intitulé « Après la crise, comment retrouver confiance dans la parole politique ?» On a un panel de rêves que je vais vous présenter dans quelques instants. J'ai quelques informations quand même pratiques à vous donner, ce qui n'empêchera pas d'échanger avec passion, j'espère, ensemble sur le fond. Mais sur la forme, on est toujours en pleine période épidémique, donc je vous demanderai de respecter les gestes barrières. Nous, on est exempté de masques pour les débatteurs, mais dans le public, c'est pas le cas. De privilégier de l'espace entre vous. Je vous rappelle aussi qu'il y a une librairie dans la deuxième cour de l'Institut où vous pourrez retrouver les ouvrages de nos intervenants. Et on remercie aussi les partenaires qui sont restés fidèles aux rencontres capitales malgré le décalage de l'événement en raison de l'épidémie. Et on voit bien, si vous suivez les infos, et je sais que c'est le cas, qu'on est à nouveau à l'orée d'une période qui risque d'être très compliquée. Alors, petite mise en situation du contexte où on se trouve aujourd'hui. Donc, je le rappelais, campagne présidentielle dans peu de temps, une épidémie qui a beaucoup joué aussi sur l'attente de la parole politique et de la parole publique de la part des citoyens, mais pas que des citoyens, des acteurs aussi. Des moments, on en reparlera avec nos intervenants, très événementialisés sur des prises de parole politiques au moment du début de la crise, où cette parole était très attendue. En même temps, pour plagier quelqu'un que je ne nommerai pas, aussi des critiques souvent vives exprimées dans les sondages. Je crois qu'on avait ce sondage du Cevipof, notamment le dernier baromètre de la confiance politique, qui nous disait que beaucoup de personnes ont eu l'impression, par exemple, d'être infantilisées pendant l'épidémie au niveau de la communication du gouvernement. Il y a la parole politique, il y a aussi ce qu'elle devient sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, les chaînes info, je me mets dans le sac, et plus généralement les médias. Est-ce que cette parole est la même quand on a un micro et une caméra, ou est-ce que quand on a le temps, la réponse est peut-être dans ma question ou dans mon propos liminaire, dans une longue interview au Monde. Est-ce que cette parole a le même poids et l'échange a la même valeur quand il a lieu entre nous, même si on est filmé aujourd'hui sur un temps long, que quand il est dans une matinale de radio où on demande de répondre très vite? Une parole très décriée, mais aussi une parole dont on a peut-être encore plus besoin aujourd'hui, où il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'incertitudes. J'ai parlé de l'épidémie, mais il y a aussi le réchauffement climatique, entre autres choses. On a vu les attentes de la COP26. Il y a aussi en ce moment beaucoup de bruit autour de paroles plus polémiques sur des dossiers extrêmement sensibles. Bref, malgré les nouvelles technologies, on voit que ce qui nous définit tous, entre autres, en tout cas ce qui définit notre humanité, à savoir cette possibilité merveilleuse de pouvoir se parler et échanger, est encore au cœur des relations humaines, et aussi de la façon dont est fondé notre pouvoir et notre démocratie. Je vais vous présenter nos intervenants, et puis ensuite on commencera cette discussion avec Monsieur Migaud, qui nous permettra peut-être de poser une base à ce débat, un peu plus original que ce à quoi vous pouviez peut-être vous attendre. Donc Didier Migaud, bonjour monsieur. J'allais dire bonsoir, c'est une déformation professionnelle. Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avec également une longue carrière politique avant cela. À côté de vous, nous avons Bertrand Dumont. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur du cabinet de Bruno Le Maire, ministère, on le sait également, très exposé et très au devant de la scène dans la gestion de cette crise. À côté de vous, Marie Lebec. Bonjour madame, bienvenue.
Vous êtes députée, première vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée. À côté de vous, il me tendra la main si je m'enlise, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef. Bonjour monsieur, bienvenue également de la revue politique et parlementaire. Et vous êtes également professeur associé à Paris-Sorbonne. Vous êtes peut-être moins impressionné que moi par ce décor extrêmement beau et extrêmement universitaire. Et puis à côté de vous, Mayada Boulos. Bonjour madame. Vous êtes conseillère en communication du Premier ministre. On a décidé, en préparant ce débat avec tous les organisateurs, de faire ce qu'on appelle dans notre jargon un petit chapeau, une petite introduction avec Didier Migaud, puisque vous dirigez, monsieur, la haute instance, la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et je trouvais ça intéressant de rappeler déjà qu'elle existe, voilà, qu'il y a une sorte de contrôle pas forcément sur la parole, mais sur le fonctionnement de nos institutions. Est-ce que vous aussi, vous faites le constat, Didier Migaud, que cette parole politique aujourd'hui est extrêmement, et cette parole publique extrêmement fragilisée? Oui, à nouveau, bonjour. Oui, comme citoyen, je peux le constater. Alors, comme président de la haute autorité, qui a pour mission justement de contrôler la probité, l'honnêteté, de prévenir toutes les atteintes à la probité, je peux dire que je constate un décalage entre la perception de l'opinion sur l'honnêteté des responsables publics, perception qui est très dégradée. Vous avez évoqué les baromètres Cevipof. Le dernier baromètre Cevipof en juin 2021 faisait apparaître que pour nos compatriotes, 31% considéraient que les élus étaient plutôt honnêtes et 65% plutôt corrompus. Il y a un décalage par rapport à ce que nous constatons. Nous constatons que la très grande majorité des élus, des responsables publics, remplissent leurs obligations déclaratives, à la fois déclaration de patrimoine, déclaration d'intérêt, et sont de plus en plus sensibles à ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Alors depuis une dizaine d'années, vous avez un certain nombre de structures qui ont été créées ou renforcées. C'est le cas avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est le cas avec l'Agence française anticorruption, avec des moyens qui ont été développés aussi au niveau de Tracfin. Bon, donc des outils supplémentaires, alors, toujours créés, il faut le reconnaître, malheureusement à la suite de scandales, à la suite d'affaires. Donc de temps en temps, c'est bien que ces sujets-là soient pris à froid. Bon, et là, on sent plus de réticence de la part des responsables publics à traiter ces sujets-là à froid. Et pourtant, même s'il y a d'énormes progrès réalisés, on voit qu'il y a encore quelques marges de progrès et qu'il y aurait intérêt à mieux identifier, d'ailleurs, une politique publique de lutte contre la corruption. Il est difficile aujourd'hui d'identifier la politique de lutte contre la corruption. Elle n'est pas présentée au Parlement, elle n'est pas évaluée par le Parlement, et on voit que ça manque, puisque le citoyen, il a besoin de savoir que des autorités existent, il a besoin de savoir aussi que l'exécutif a une stratégie, que le Parlement en débat, apprécie les résultats, les évalue, et que chacun joue son rôle. Et là, c'est important de renforcer d'ailleurs les rôles de chacun, de l'ensemble des acteurs, que ce soit les autorités de prévention ou bien au niveau de la justice elle-même. Quand le parquet national financier, c'est tout petit, une petite structure avec 18 magistrats, 38 personnes, alors même que depuis qu'il existe, avec notamment les conventions judiciaires d'intérêt public, il a rapporté près de 10 milliards d'euros de crédit à l'État. Donc voilà, on voit qu'il est très important de pouvoir lutter contre la corruption. La corruption, elle est
toujours en avance, d'ailleurs. Bon, donc il faut adapter toujours, je dirais, les règles et faire en sorte justement d'anticiper et de faire en sorte qu'on ne manque pas de moyens pour lutter contre la corruption. Mais une fois de plus, je veux dire qu'une très grande majorité d'élus respectent ces obligations et sont de plus en plus conscients que le citoyen est extrêmement exigeant. Et c'est une condition pour la confiance. Est-ce que la haute autorité pour la transparence de la vie publique, la réponse est peut-être dans ma question, est assez connue de nos concitoyens? On montre souvent d'autres pays européens en exemple en matière de transparence de la vie publique. Je ne sais pas si on faisait un sondage, si on avait fait un sondage ici, bon, c'est sans doute un public éclairé, mais je ne suis pas sûre que nombre de nos concitoyens sachent que vous existez. Oui, il faut peut-être qu'on s'affirme encore davantage. Le fait que, d'ailleurs, des affaires sortent montre que l'ensemble des acteurs, pas seulement la haute autorité, font leur travail. Et ça devrait plutôt rassurer, d'ailleurs, qu'inquiéter les citoyens, que des procès soient organisés. Il est très important que ceux qui commettent des infractions puissent être, bien évidemment, sanctionnés. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous proposons, nous, un certain nombre de moyens supplémentaires qui pourraient nous être accordés. Par exemple, de temps en temps, l'élu qui ne respecte pas consciemment, volontairement, ses obligations déclaratives, en refusant par exemple de nous adresser sa déclaration de patrimoine et d'intérêt, il est important qu'une sanction rapide puisse être décidée. Bon, comme d'une amende. Quand vous commettez une infraction au code de la route, vous êtes rattrapé immédiatement. Quand vous ne respectez pas une obligation déclarative, la sanction doit pouvoir tomber très, très, très vite. Et là, le citoyen ne comprend pas. Il nous interpelle, il nous dit par exemple, on voit sur votre site que l'élu n'a pas rempli sa déclaration. Une fois de plus, c'est peu de cas. Je vous interromps, mais ça c'est important. Vous êtes accessible facilement par le citoyen et le dialogue avec vous, avec votre équipe est possible de façon quasiment directe. Sur votre site web, on peut vous contacter, vous dire « moi je voudrais une explication sur ça, il y a tel problème ». Ça c'est possible ? Oui, alors bien sûr le dialogue il est privilégié avec celles et ceux qui doivent nous faire des déclarations. Bon, c'est utile que nous puissions là leur répondre, les accompagner. Une autorité comme la nôtre doit être beaucoup aussi dans le conseil, dans l'accompagnement. J'ai fait depuis un an de l'ordre de 1300 courriers à l'ensemble des élus pour justement attirer leur attention à partir du contrôle que nous faisons de leur déclaration d'intérêt sur les situations possible pour eux de conflit d'intérêts, voire même de prise illégale d'intérêts. Ça, c'est très important qu'on puisse, bien évidemment, sensibiliser. Alors, les citoyens peuvent nous interpeller, je reçois des courriers, nous recevons aussi des signalements, non seulement de la part des médias, de la part des associations, mais aussi de citoyens, pour connaître que pendant les campagnes électorales, ces signalements peuvent être plus nombreux. Donc, à nous de faire la part des choses. Bon, et d'avoir le recul nécessaire. Et ça, notre indépendance nous le permet. Nous sommes une autorité qui est à la fois indépendante, qui ne peut recevoir aucune instruction de l'extérieur, ni du Parlement, ni de l'exécutif. Donc nous sommes totalement indépendants et nous sommes une autorité collégiale. Et je crois beaucoup à la supériorité de la collégialité par rapport à une structure qui est seulement dirigée par une personne. Puisqu'à partir de la collégialité, d'abord, vous ne pouvez pas enterrer des dossiers, et puis vous avez des regards différents, ce qui fait que la décision que vous prenez est souvent plus pertinente. Alors, je pensais à Borgen, la série, parce que c'est vrai que souvent les pays nordiques sont extrêmement sont montrés en exemple pour leur transparence. Avant d'élargir le débat à tous nos intervenants, parce qu'on a plein de choses, je pense, à échanger, une dernière question.
la Suède vous fait-elle rêver en matière de transparence de la vie publique? Est-ce que les pays du Nord, il y a les pays du Nord, mais il y a aussi l'Angleterre. Je sais qu'en Angleterre, à un moment donné, quand Gordon Brown était Premier ministre ou chancelier de l'Échiquier, il y avait une histoire de stylo. Il avait pris un stylo en plus qu'il avait acheté avec les fonds de son bureau. Or, non, là-bas, en Grande-Bretagne, maintenant, je crois que c'est même ça dépend pas du pouvoir public, c'est privatisé. Et toutes les dépenses du ticket de métro au stylo sont rentrées dans un logiciel. Et quand vous sortez des clous, que vous soyez monsieur Untel au Parlement ou le Premier ministre, ça passe par là. Est-ce que c'est trop ou est-ce qu'il y a des instances ailleurs en Europe qui vous font rêver en matière de transparence? Le Royaume-Uni ne me fait pas rêver, surtout quand en ce moment, oui, peut-être pas. La presse en ce moment sur justement bon, le mélange des genres. Bon, donc le Royaume-Uni a pu progresser sur certains points, mais il a encore des marges de progrès. Nous aussi, on a sûrement des marges de progrès sur. Mais est-ce qu'il y a un modèle ailleurs où vous dites, bah tiens, ça, c'est. Et vous avez des cultures différentes, donc faut pas obligatoirement opposer les uns et les autres. Dans les pays nordiques, ce sont d'abord des pays plus petits, et puis ils ont voilà, c'est culturel chez eux. Bon, donc. Alors, ça ne veut pas dire que chez nous, bon, il y a une sensibilité qui n'est pas suffisamment forte, mais voilà. Mais nous avons par exemple mis en place des autorités qui n'existent pas dans ces pays. Alors peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, mais en Suède aussi, vous avez eu parfois un certain nombre de problèmes qui ont été identifiés en certaines situations. Mais il y a sûrement un regard plus exigeant de la société dans ces pays depuis très longtemps. Bon, voilà. Mais je veux redire que quand même depuis un certain nombre d'années, il y a des comportements aujourd'hui, il y a des comportements d'hier qui ne seraient plus possibles aujourd'hui. Bon, compte tenu justement d'autorités qui ont été mises en place. Ça, il faut qu'on en arrive à persuader les citoyens. Bon, c'est important parce que c'est quand même pas satisfaisant qu'on ait une telle défiance des citoyens vis-à-vis de leurs responsables politiques. Donc c'est un enjeu majeur. Il faut que nous puissions les convaincre que non, il y a des responsables politiques dans la grande majorité qui sont honnêtes, rigoureux et qui sont soumis à des contrôles. Bon, et c'est pour ça que ces contrôles sont importants. Bon, voilà, il faut qu'on puisse, en tout cas, il faut que ces contrôles concernent tout le monde. Bon, et c'est pour ça qu'il y a encore quelques marges de progrès. On n'aura peut-être pas le temps de les voir aujourd'hui. Et la Haute Autorité formule un certain nombre de propositions. Pour tous ces sujets-là aussi, il y a toute la mission que nous avons de contrôler les mobilités entre le secteur public et le secteur privé. Là aussi, c'est essentiel, parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir parfois des conflits d'intérêts, des problèmes et des conflits d'intérêts. Et puis, nous avons aussi pour responsabilité de réguler l'activité de lobbying. Bon, le législateur, dans le cadre de la loi Sapin 2, a prévu un certain nombre de dispositions. Alors, nous regrettons qu'un dispositif réglementaire contourne quelque peu l'esprit de la loi. Donc là aussi, il y a encore un certain nombre de dispositions qui mériteraient d'être corrigées. On essaie d'y contribuer, en tout cas, à travers nos propositions. Ça montre qu'il y a encore un peu de travail. À l'échelon international, il y a aussi beaucoup de travail. Parce que souvent on me pose la question, est-ce qu'une affaire Cahuzac est encore possible aujourd'hui? Oui, malheureusement, à partir du moment où ce sont à partir de comptes à l'étranger. Et là, on voit qu'il faut une action sur le plan national, mais il faut aussi une action forte sur le plan international. Et on voit, bon, ça, vous pourriez le dire encore mieux que moi, les progrès que nous avons faits dans les échanges entre États sur les comptes des uns, sur les avoirs détenus à l'étranger. Honnêtement, il y a encore quelques marges de progrès là, et pour que l'on puisse bien identifier celles et ceux qui continuent de tricher.
Merci beaucoup Didier Migaud, vous restez évidemment avec nous, mais je trouvais intéressant qu'on rappelle en préambule, pour ne pas aller, pas aller avec la meute, que quand même il y a des instances qui existent pour réguler le fonctionnement de notre vie publique. Le reste de notre panel est extrêmement intéressant aussi parce qu'on a des profils extrêmement complémentaires. On a à la fois des personnes qui sont, allez, on va dire, dans le back-office de la parole publique ou de la construction d'une politique, avec le directeur de cabinet de Bruno Le Maire et avec Maya Daboulos pour le Premier ministre. On a un spécialiste de cette parole et de ce fonctionnement, et on a également une députée qui peut-être, j'allais dire, vous êtes la plus exposée, non, sans doute pas, mais en tout cas, vous cette parole, vous la portez, vous la vivez, et c'est aussi un matériau extrêmement important de votre travail. Je voudrais, on va faire dans cet ordre-là, ça va être plus simple. Didier Migaud a été, nous a fait nous adresser un tableau qui relevait, et c'est bien normal, beaucoup de la corruption, des conflits d'intérêts, de la transparence sur le côté, j'allais dire, matériel de la vie politique. Je ne sais pas si vous partagez mon modeste constat, mais il n'y a pas que ça dans la défiance de la parole publique aujourd'hui. Les gens ne disent pas « on ne vous croit pas parce que vous avez 1 million d'euros sur un compte en Suisse ou parce que vous avez mal déclaré vos revenus à la haute instance ». Donc c'est au-delà, c'est la nature même presque de la parole politique et de la parole publique qui est suspecte. Est-ce que ma question est... Non, bien sûr. Ce qui a été décrit par Didier Migaud, c'est un peu les prérequis. C'est-à-dire là où il n'y a pas de probité, où il n'y a pas de transparence, je pense qu'il n'y a aucun espace pour la crédibilité de la parole politique. Et du reste, on voit bien que dans les pays où ces conditions ne sont pas réunies, où les élus sont considérés comme corrompus, ayant une gestion opaque de leur fortune, de leurs activités, la crédibilité de la classe politique est extrêmement faible. Et d'ailleurs, en général, c'est le prélude souvent à des changements de régime violents et tout. Donc s'il n'y a pas de transparence et probité, je pense que le reste des questions tombe en quelque sorte. La deuxième remarque que je voulais faire en réaction à ce que disait Didier Migaud, c'est que mon expérience, c'est que tout ça est pris très au sérieux. C'est-à-dire que pour avoir été auprès de ministres qui doivent remplir leurs déclarations, c'est un exercice important, assez compliqué en fait, qui prend pas mal de temps, qui mobilise aussi les collaborateurs. D'ailleurs, les collaborateurs sont eux-mêmes soumis à cet exercice. Donc c'est pas, on se contente pas de cocher une case et en disant ben voilà, c'est fait et je passe aux tâches suivantes. Donc sur l'évolution culturelle que vous décriviez, je pense que peu à peu elles sont en train de se mettre en place. Alors évidemment c'est toujours une tâche un peu une tâche infinie, il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier, mais objectivement, par rapport à ce que pouvait être la situation il y a 20 ou 40 ans, il y a des évolutions culturelles, je pense, très très fortes à l'œuvre qui nous rapprochent peut-être de ce que sont les pays nordiques, même s'il n'y a peut-être pas de modèle absolu. Donc ça, au fond, c'est un peu le prérequis. Ensuite, qu'est-ce qui fait la crédibilité de la parole politique ? Moi, il me semble que le fait qu'elle soit critiquée, au fond, c'est vieux comme la démocratie. Hein. Si on va chercher chez les Grecs, normal, quelque part dans le fonctionnement. Les vieux rhéteurs étaient considérés comme bavards et ne parlant pas à juste titre des vrais problèmes des Athéniens. Au XIXe siècle, la violence de la vie politique, les attaques ad hominem montrent au fond que la parole politique, elle était déjà la question de la défiance était déjà complètement présente. Il y a peut-être deux choses un peu plus nouvelles aujourd'hui, qui sont la question au fond de la banalisation et de la dilution de la parole politique. C'est-à-dire que au-delà de la posture de l'homme politique qui vient faire un discours, qui est un peu dans une situation d'autorité, un peu magistrale, bon, on voit que les réseaux sociaux, notamment, les médias, les chaînes d'information continues, sollicitent en permanence de la parole politique, au risque que celle-ci soit diluée, confrontée au point de vue des citoyens, confrontée au point de vue des experts, avec parfois les choses qui s'entrechoquent. On l'a beaucoup vu pendant la crise sanitaire. Donc je pense que ce sont des défis très, très fondamentaux pour instaurer cette crédibilité. Alors, pour ne pas être trop long, il me semble qu'il y a trois choses que je mets sur la table pour essayer de répondre à votre question. La première chose, je dis ça en tant que collaborateur d'hommes politiques, c'est déjà de distinguer les rôles. C'est-à-dire qu'au fond, il y a l'homme politique et puis il y a ceux qui le servent. Et je pense que quand le discours politique commence à ressembler à la note du technocrate, et réciproquement, d'abord ça se sent, les auditeurs le savent, et cette confusion des genres est un premier risque, et y répondre, c'est déjà quelque chose de fondamental. Deuxième chose, et c'est un peu une banalité, mais je ne crois pas qu'il y ait de réponse magique à votre question, c'est sur la forme.
le triptyque simplicité, clarté, et puis conviction, c'est les éléments essentiels qui doivent en permanence nous habiter quand on essaye de préparer pour les hommes et les femmes que l'on sert, voilà, pour que ça passe la rampe au fond disons de l'expression publique. C'est une tâche compliquée parce que c'est facile de dire il faut que la parole politique soit claire ou qu'elle soit simple, mais les questions sont complexes, les choses sont complexes, les arbitrages sont complexes. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on le voit en économie lorsqu'on dit au fond l'inflation revient, est-ce qu'il faut augmenter les salaires, mais au risque de la compétitivité du pays. Comment est-ce qu'on résout et comment on explique cette complexité dans des temps courts? C'est vraiment quelque chose d'assez difficile. Et la troisième chose, je ne veux pas être trop long sur le fond, il me semble qu'il faut essayer de faire fonctionner ensemble parole et aussi communication, image, et puis parole et résultats. Je prends 2 exemples. On a fait un plan de relance très important dans lequel le gouvernement a mis 100 milliards d'euros. C'est très abstrait pour les citoyens, objectivement. Parce que 100 milliards d'euros, ça commence à oui, parler quand même. Le chiffre parle, mais je crois qu'on ne voit pas très bien de comment ça marche. Mais en revanche, quand vous voyez comme ici, à l'entrée de l'Institut, un petit panneau qui vous dit, avec ça, on a financé telle ou telle réflexion de salle, telle ou telle réflexion de système informatique, de système de sécurité. Bon. Donc je pense que montrer ce qu'on fait est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, finalement, il y a aussi les cas concrets dans lesquels on s'investit pour un projet, pour sauver une usine, pour développer telle ou telle technologie. Et quand on en voit les résultats, ce qui suppose un peu de durée, je pense que c'est aussi fait partie des choses qui ramènent un peu de crédibilité ou de la crédibilité dans la parole publique. Bon, avec tout ce que vous nous avez dit, on va vous garder toute la journée, en fait, parce que là, on en a... non, mais c'est passionnant. On continue notre tour de table avec Marie Lebec, députée première vice-présidente du groupe LREM. En préparant ce débat, Christian Auboineau, qui est à l'origine de ces rencontres avec son équipe, me disait que vous aviez été, ou que vous avez été à un moment la Benjamine de l'Assemblée. Est-ce que ça veut dire, madame, que quand on arrive avec de la jeunesse et une entrée en politique, on croit en cette parole, on croit encore en cette parole, on a envie de la porter, et tant pis de tout le brouhaha autour pour dire les politiques, etc., etc., etc. Alors c'est une très bonne question. Heureusement qu'on y croit parce que sinon on ne vivrait pas cette. Non, mais sinon je me serais pas engagée en politique, et si je croyais plus que l'action politique, l'action publique et même la parole qui en découle n'avait plus d'efficacité. De toute évidence, je ne ferai pas de politique. Donc si je suis là, c'est que j'y crois. Et bien sûr, je crois au projet qui est porté. Je crois que c'est un élément un peu majeur parce que pour être aussi un bon homme ou femme politique, il faut, je crois, croire au projet qu'on défend et ne pas être là par habitude, par confort, mais bien parce qu'on a envie à un moment, soit en tant que chef de gouvernement, président ou ministre ou député, qu'on a envie de faire bouger les lignes. Moi, je crois qu'il y a... c'est vrai, un brouhaha médiatique, et je rejoins ce que disait Bertrand, il y a une forme de banalisation de la parole politique, et que l'enjeu peut-être c'est de réussir à faire que ce que l'on fait et ce que l'on dit arrive jusqu'aux citoyens, et puis prioritairement, bien sûr, alors vous allez me dire c'est un peu électoraliste, mais à ces électeurs, non pas pour qu'ils votent pour vous, mais pour qu'ils aient conscience de votre action et de en quoi votre engagement va transformer leur quotidien. Ce qui est peut-être la différence peut-être par rapport au quinquennat précédent, c'est que à la suite du quinquennat de François Hollande, il n'y a plus de cumul des mandats. Et je crois que pour le parlementaire, le fait finalement de ne plus avoir d'action immédiate, concrète dans le quotidien de nos concitoyens a changé un peu la donne. Moi, j'ai été collaboratrice parlementaire avant d'être députée. Et mon député était donc à la fois maire et parlementaire de sa commune. Indifféremment, quand un citoyen se rendait dans sa permanence parlementaire pour le voir, il lui posait des questions qui relevaient de sa compétence de maire ou qui relevaient de sa compétence de parlementaire. Et donc je crois que l'enjeu premier pour le parlementaire aujourd'hui, c'est d'avoir une parole qui soit suffisamment percutante, forte, pour qu'elle atteigne le citoyen, alors même que l'action du parlementaire est fondamentale, mais elle n'est plus votre quotidien immédiat, puisque
la transcription de l'action parlementaire, elle se fait par l'exécutif ou les exécutifs locaux. Donc le premier enjeu, c'était, je trouve, de réussir à être innovant dans ce monde politique où les paroles sont démultipliées. Elles sont fort nombreuses, notamment avec les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, et de réussir, je crois, à toucher le public que l'on souhaite toucher. Bien sûr, ceux qui s'intéressent à la vie politique, vos militants, parce qu'ils sont quand même toujours friands aussi de savoir ce que vous faites, mais aussi ceux qui se désintéressent. Et pour ça, je crois qu'il y a plusieurs outils. Il y a bien sûr à la fois tous les leviers qu'on peut avoir grâce aux réseaux sociaux, mais en tout cas, et certainement dans les autres groupes politiques aussi, de ce que je relève de mes collègues, c'est une volonté très forte d'innover dans leur communication. Certains comme moi ont pu faire des Facebook Live, par exemple, pour récapituler le travail de 10 ou 15 jours, mais certains n'ont pas spécialement d'intérêt à être sur des réseaux sociaux. Quand ils sont dans des territoires très ruraux, par exemple, c'est pas le même impact, et certains ont décidé d'essayer d'aller au plus près à chaque fois de leurs concitoyens en achetant un peu des caravanes, des vannes pour avoir une permanence parlementaire mobile et s'adresser le plus directement possible à son concitoyen. Cette innovation, je crois qu'elle était importante et fondamentale. Elle permet aussi à un moment d'être davantage à l'écoute de ses concitoyens, et je crois que c'est très important. On a été très longtemps dans une logique très descendante de la politique où le président, les ministres, les parlementaires s'expriment et finalement attendent soit une forme d'assentiment, une forme d'adhésion à la parole politique, et que je crois que ce qui a changé, et peut-être notamment à la suite du grand débat, c'est cette volonté mutuelle d'échanger, de considérer que finalement l'homme politique, il a une compétence, il a une connaissance des dossiers qu'il suit, mais qu'il est aussi très bon d'écouter le terrain. Je pense que ce qui était un peu innovant chez les En Marche, devenu La République En Marche, c'était la grande marche qui avait été initiée. Enfin, en tout cas, moi, avant d'être adhérente à La République En Marche, été militante 10 ans chez les Républicains. On ne m'avait pas proposé d'expérience équivalente, d'aller avec un questionnaire à la rencontre des Français. Et puis, effectivement, le mouvement des Gilets jaunes nous a aussi interrogés sur ce que nous devions faire en termes de communication politique. Je crois que les grands débats ont extrêmement bien fonctionné, pour la simple et bonne raison que si ça avait ennuyé profondément la population, les audiences de BFM auraient à ce moment-là baissé, ou de toutes les autres chaînes d'ailleurs d'information en continu, et ils n'auraient pas rediffusé en direct les 5 ou 6 heures de débat qu'il pouvait y avoir entre le président et des citoyens ou des maires et des élus locaux. Donc je pense que cette volonté d'avoir un dialogue est assez nouveau aussi dans le monde politique, et ce n'est pas si évident et si spontané que ça de le faire, parce que le degré d'information de chacun de nos concitoyens n'est pas le même, et que effectivement tout le monde peut avoir une conviction, mais tout le monde n'a pas forcément les éléments de la décision ou de l'arbitrage. Et ça, c'est peut-être mon troisième point. C'est absolument fondamental de donner les outils aux citoyens pour s'informer justement. Je crois on est dans un moment un peu angoissant où tant les responsables politiques, mais aussi nos concitoyens, on est challengés sur la véracité du propos que l'on porte. Moi, j'ai beaucoup de mal quand je vais dans un débat sur un plateau, être face à quelqu'un qui dit non mais les chiffres on leur fait dire n'importe quoi. Oui, ok. Une fois que vous avez arbitré ça, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune base solide à une discussion et à un dialogue. Il faut permettre aux citoyens de s'informer en termes de données, en termes d'informations. Et je crois que l'État a engagé un très grand mouvement pour ouvrir ces données et les rendre disponibles, et puis aussi les rendre didactiques. Et je pense par exemple au baromètre de l'action publique qui permet finalement d'évaluer au plus près de chez vous ce à quoi a servi l'action publique. C'est très concret. Quand on vous dit finalement entre 2017 et 2020, il y a eu dans votre département 50 km de pistes cyclables supplémentaires, c'est la matérialisation concrète de ce qu'est l'action publique, et en dehors peut-être d'un discours politique qui voudrait qu'on favorise le vélo par rapport à... Donc il faut donner ces outils-là. Mais je voudrais aussi peut-être dire un mot, c'est que le politique a une très grande responsabilité dans le fait d'aller à la rencontre de ses concitoyens, d'être transparent dans son action, de toujours chercher le débat, parce que c'est sa mission. Mais je crois aussi que le citoyen a un très grand devoir d'aller chercher de l'information. Moi, j'ai souvent cette discussion avec mes parents qui sont assez férus de politique, mais qui sont aussi dans le monde des affaires et qui ont beaucoup d'autres choses qui les préoccupent. Et souvent, ils me disent « Oui, mais comment est-ce qu'on sait ?» Je dis « Mais je ne sais pas, est-ce que vous êtes allé sur le site du ministère de l'Agriculture, sur le site du ministère de l'Économie, sur le site du ministère... » Et
on a souvent l'impression que c'est une montagne, mais ce sont des éléments d'information qui sont aujourd'hui simplifiés, qui sont très pédagogiques et qui vous permettent finalement d'avoir accès à l'information. Donc bien sûr, le politique a une énorme responsabilité dans la qualité de la parole qu'il va délivrer, et pour notamment surmonter un peu ce brouhaha dans lequel nous sommes tous. Mais je crois aussi que pour surmonter ce brouhaha, il y a aussi une très grande responsabilité des citoyens de chercher le bon canal d'information. Et j'ai cette chance de pouvoir passer beaucoup dans les écoles. J'échange beaucoup avec les CM2 dans le cadre de leur parcours d'éducation civique sur le rôle de député. Et je suis toujours très inquiète quand la première façon pour eux de s'informer, ils me citent en premier les réseaux sociaux plutôt que la presse, les chaînes d'information et éventuellement des sources plus fiables qui sont celles portées par le gouvernement, non pas en tant qu'entité politique, mais en tant qu'administration d'État. Merci beaucoup, Marie Lebec. Je réfléchissais en vous écoutant et je pense j'allais vous dire, Arnaud Benedetti, est-ce que c'est grave, docteur? Mais ce que vous disiez à l'instant sur... parce que nous aussi, dans ma profession, mais tous les sachants, entre guillemets, cette défiance de la parole de ceux qui savaient, elle est mise à l'épreuve tout le temps. Je sais pas la théorie du complot, mais en tout cas, c'est une théorie de la défiance perpétuelle, de prouver que ce qu'on dit est vrai, où sont les données, est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture qui a raison, est-ce que c'est le site du Monde, est-ce que c'est tel spécialiste sur Twitter? Donc, je répète ma question, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Est-ce que c'est grave, docteur, cette parole, l'état de cette parole publique, politique aujourd'hui, ou est-ce que, parce qu'il y avait aussi pas mal d'optimisme dans ce que disait Madame Lebec, est-ce que c'est pas si grave s'il y a cette citoyenneté et cette parole publique qui arrive à se rejoindre? Le problème, c'est que le problème politique ne se résout pas à un problème de communication. Alors évidemment, on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis de la parole publique, mais je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure précédemment, c'est que la défiance vis-à-vis de la parole publique, quand on regarde l'histoire politique de la Troisième République, de la Quatrième République et de la Cinquième République, on se rendra compte, alors il y avait moins de sondages à l'époque, certes, mais on se rendra compte que la critique vis-à-vis du monde politique, la critique en général vis-à-vis des élites au-delà du monde politique, elle est persistante dans la vie publique en France. Non, ce qui s'est vraisemblablement passé, et je pense que c'est lié à notre histoire politique récente de ces 40 dernières années, c'est qu'au-delà des questions d'intégrité, qui ne me semble pas essentiel fondamentalement dans la perception que les Français peuvent avoir de leur classe politique, c'est qu'il y a un sentiment qui s'est diffracté que le politique, surtout dans un pays comme la France où le rôle de l'État est absolument capital, c'est l'État qui fonde la société nationale en France, c'est l'État qui ordonne la puissance publique et qui construit la société, c'est que d'une certaine manière, la politique avait perdu de son efficience et de son efficacité. C'est-à-dire que sa capacité à la fois à préparer l'avenir, sa capacité à fabriquer la société de demain, sa capacité à nous, finalement, à nous protéger était particulièrement émoussée. Et quand on regarde l'ensemble des études d'opinion qui sont notamment effectuées par le Cevipof que l'on a cité, on voit que c'est quand même la principale critique qui est aujourd'hui faite vis-à-vis du monde politique. Et c'est ce qui explique aussi, à mon avis, de manière très forte, les raisons, et c'est l'essentiel d'ailleurs qui montre cette défiance, les raisons de la désaffection électorale. À quoi assistons-nous finalement depuis près de 3 décennies? C'est à un affaiblissement de la participation électorale, toute élection confondue, avec une exception qui est liée, parce qu'elle a un rôle moteur et c'est la mère de toutes les batailles dans la vie politique, c'est l'élection présidentielle. Et encore que, on voit même que du côté de l'élection présidentielle, il y a un petit effritement de la participation. Donc le vrai sujet, c'est finalement la perception d'une crise, à tort ou à raison, de l'efficience du politique. Alors, il y a des tas de paramètres qui expliquent aujourd'hui la raison pour laquelle, finalement, il y a une crise de l'efficience politique. Le premier paramètre, c'est que nous sommes dans un monde très interdépendant où les États-nations, finalement, ont des marges de manœuvre qui sont considérablement réduites, où un certain nombre de grandes décisions se prennent dans d'autres instances, ou en tout cas sont profondément impactées par des instances supra- et interétatiques. Ça, c'est une réalité. Et les Françaises et les Français le voient tous les jours. Il y a une deuxième raison qui est liée aussi
peut-être à la difficulté que les offres politiques traditionnelles, ont eu à se renouveler. Finalement, alors, ont eu à se renouveler au niveau de leur logiciel politique, mais aussi au niveau de leur pratique politique et de leur pratique démocratique. Alors, je serais beaucoup plus réservé que Madame la députée à côté sur, finalement, la force d'innovation que constitue La République En Marche en la matière. Je crois qu'il y a aujourd'hui une vraie question qui se pose, c'est-à-dire que quand on regarde finalement le niveau d'adhésion militant aux formations politiques, alors la France n'a jamais été un grand pays de partis de masse, contrairement à d'autres partis. Enfin, quand même, on a eu des formations politiques qui sont arrivées à avoir 800 000, 1 million d'adhérents, voire plus, sous la 4e et sous la 5e République, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais par contre, vous voyez qu'il y a des formes d'expression et de mobilisation qui se font en dehors de tous les corps intermédiaires, en dehors des partis politiques, en dehors des syndicats, des mobilisations qui d'ailleurs très souvent sont thématiques et qui montrent qu'il y a quand même malgré tout dans la société française à la fois ce paradoxe tout à fait étonnant que l'on est en distance vis-à-vis de l'offre politique classique, voire vis-à-vis de la puissance publique, mais qu'il y a une demande de politique. Finalement, quand on regarde le mouvement des Gilets jaunes, il exprimait une demande de politique. Qu'est-ce qu'il disait? Il envoyait un message aux politiques et il leur disait tout simplement, il faut que vous ressaisissiez finalement votre destin, que vous ressaisissiez l'événement, que vous soyez en mesure de nous apporter des services publics dans les territoires où les services publics disparaissent les uns après les autres, que vous soyez capable de résoudre la question du pouvoir d'achat. Donc il y avait une véritable demande de politique. Donc le deuxième sujet, c'est l'offre politique qui n'est peut-être plus adaptée à la demande. Troisième point qui me paraît assez symptomatique de cette crise de politique, c'est que ce qui aujourd'hui est perçu là aussi par un certain nombre de segments de l'opinion, c'est qu'il y a une forme de technocratisation de la politique. C'est-à-dire que la politique devient quelque chose de plus en plus technique. Bon, je vais prendre un sujet qui ne fait plus débat d'ailleurs aujourd'hui en l'occurrence, mais la question de la monnaie. À partir du moment où vous faites de la monnaie, qui est quand même un des instruments régaliens de l'État, l'État, il sait quoi? L'État, il faut qu'il assure la justice, qu'il assure la sécurité. Il avait la mission de battre monnaie et il avait la mission de protéger, éventuellement de faire la guerre. C'était les 4 attributs essentiels. Quand vous décidez de faire de cet attribut un attribut qui finalement n'est plus de fait discuté politiquement, sort du champ de la délibération, eh bien, vous êtes dans un processus de technocratisation de la vie politique. Donc il y a aussi quelque part un sentiment de dépossession démocratique qu'exprimait d'ailleurs aussi d'une certaine manière le mouvement des Gilets jaunes. Et donc ces trois paramètres... Et qu'on ressent un peu partout, même et que l'on ressent un peu partout. Alors, mais c'est encore plus vrai en France. Je pense que c'est plus vrai en France au regard de notre histoire politique propre, au regard de notre culture politique propre. Alors après, juste pour être très rapide et ne pas monopoliser la parole, il y a, j'allais dire, des questions qui sont liées à l'écosystème médiatique qui a considérablement évolué. C'est-à-dire qu'on l'a dit, en effet, on est dans un espace public qui est profondément désintermédié. C'est-à-dire qu'on a vécu finalement jusqu'aux années 80 avec des logiques de porte-parole, des logiques de représentation. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un double phénomène. Vous avez d'un côté la crise de la représentation, qui est vieille de 40 ans, et puis dans le même temps, un espace public où vous avez finalement des prises de parole multiples et variées qui apparaissent et qui viennent concurrencer les offres de représentation classiques. Donc tout cela fait que la parole politique, en effet, est diluée, qu'elle est banalisée, qu'elle est de plus en plus contestée, et c'est ce qui rend vraisemblablement encore plus difficile l'exercice du politique. Et donc c'est une transition parfaite pour Maya Daboulos. Rebonjour Madame, conseillère de communication du Premier ministre. Comment on fait? Alors, j'ai perdu le thème d'Arnaud Benedetti, mais c'était quoi intermédiaire? Non, pas intermédiatiser. Voilà, l'intermédiation avec ces réseaux, ces nouvelles façons de faire de l'information. Comment, vous n'allez pas tout nous dire sans doute, mais comment on fait pour porter, essayer de faire, là c'est le Premier ministre, je veux dire c'est pas rien, comment on fait pour lui faire porter, travailler avec ses équipes, avec le gouvernement pour porter une parole qui va, je sais pas, quand même devoir résonner avec ces espaces entre le porte-parole traditionnel et la parole du Premier ministre. Voilà, comment on fait? Comment vous soupesez? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il y a 12 milliards de clignotants qui s'allument dès que... Ça oui, il y a toujours 12 milliards de clignotants. Effectivement, mais je vais vous répondre sur ce point, mais juste quand même pour revenir un instant sur le constat, parce que ce qu'on a évoqué, ce que vous avez évoqué et ce
que je partage complètement. C'est la question de la remise en cause de l'efficacité du politique. C'est le fameux « l'État ne peut pas tout ». C'est la question potentielle de la probité. Et puis, il y a aussi la question de la déconnexion, quand même. Mais qui n'est pas nouvelle. La question, quand Françoise Giraud demande à Valéry Giscard d'Estaing le prix de la baguette, on en est déjà là. En fait, c'est ça que l'on reproche aussi aux politiques, c'est cet éloignement. En fait, je pense que moi, ça m'inspire 3 remarques principales. La première, c'est aussi, à l'instar de Didier Migaud, de lutter contre peut-être une idée reçue. On a parlé de la question de la confiance dans la probité des politiques et de la déconnexion peut-être entre la réalité de la corruption et la corruption réelle. Au fond, moi j'ai envie de dire la même chose sur la défiance envers la parole politique et publique. Pourquoi ? Parce que les Français, en réalité, continuent de croire en leur politique, continuent de croire en la démocratie, et cette défiance même recule. Vous avez cité Didier Migaud, je crois, le Cevipof. Quand on regarde l'étude sur les fractures françaises menée par l'Institut Ipsos, à la question « la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus », c'était 77% en 2016. Il y a 5 ans, c'est 62% aujourd'hui. Alors oui, ça reste à des niveaux très élevés, mais enfin c'est un recul qui n'est quand même pas du tout négligeable. Quand on regarde la question sur... qui nous donne quand même aussi un élément de compréhension sur le fonctionnement de la démocratie. Mes idées sont bien représentées. 12% en 2016, 31% aujourd'hui. Et enfin, les hommes et les femmes politiques agissent principalement pour leur intérêt personnel. 93% il y a 5 ans, 77% aujourd'hui. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire que la confiance est là et à des niveaux satisfaisants. Mais enfin, le fait de dire en permanence que la défiance augmente envers les hommes politiques, c'est faux. Et au fond, peut-être ce qu'on constate aujourd'hui et le terrain, c'est davantage peut-être presque une lassitude, une fatigue démocratique qu'une colère envers les hommes et les femmes politiques. Je pense que c'est quand même important de le rappeler. Deuxièmement, je pense qu'il faut cesser de penser que la parole publique ou même politique est un monopole détenu par les hommes et les femmes politiques. Alors je le disais déjà avant que je travaillais dans le privé, je ne vais pas changer d'avis maintenant que je travaille auprès du Premier ministre. Mais je peux citer par exemple une étude, donc j'étais directrice adjointe de l'agence Havas auparavant, il y avait une grande étude qui avait été menée qui s'appelle les Meaningful Brands, qui montrait que 70% des Français, c'était une étude qui avait été menée à l'international, mais la partie française montrait que 70% des gens considéraient que les entreprises, les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui avaient le pouvoir de l'argent, le pouvoir des frontières, etc., avaient un rôle majeur à jouer, au moins équivalent à celui des États, dans la construction d'un avenir meilleur. Alors quand on a deux entités qui pourraient exercer un rôle se rapprochant. On pourrait dire, certains sociologues, par exemple, sont même allés jusqu'à conceptualiser à côté de l'État-providence qu'il y aurait une entreprise-providence potentielle. Alors moi, je ne vais pas jusqu'à là, mais enfin, quand deux entités peuvent exercer à peu près les mêmes choses dans le domaine public au sens large, parfois on peut se substituer, on peut s'écraser et donc se neutraliser, ou alors on peut se compléter. Et donc, dans une logique de coalition, aujourd'hui, je crois qu'il y a une tendance accrue et une attente accrue aussi envers les acteurs de la société civile et envers les acteurs économiques, du fait, par exemple, de la logique des salariés qui attendent de leur entreprise un investissement, un engagement sociétal, du fait des consommateurs, ce qu'on appelle les consommateurs, qui attendent aussi des entreprises qu'elles produisent d'une manière différente. Et d'ailleurs, puisque au fond le thème de cette table ronde c'était après la crise, on pourrait d'ailleurs citer quelques exemples. Pendant la crise, certaines entreprises se sont distinguées. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont irréprochables par ailleurs, mais on peut penser par exemple, on a tous vu Decathlon par exemple avec les masques au départ, qui avait proposé de mettre à disposition des masques. On a vu une campagne de pub d'Intermarché qui était uniquement consacré à un hommage aux salariés de type caissier, etc., qui était merci à tous nos héros discrets. On pourrait citer le blocage des prix par certains grands distributeurs, etc. Alors oui, ça leur sert, mais enfin c'est quand même un engagement public au sens politique, dans la cité, au sens grec, à ce moment-là. Et donc la politique n'est pas le monopole de l'homme politique, et pour agir correctement, il faut agir ensemble. Et troisièmement, la conquête de la confiance prend du temps.
Dès lors, il ne faut pas seulement se demander comment la rétablir, mais comment communiquer. Et c'est donc, je me pose aussi la question parce que c'est mon métier, dans un contexte de défiance, dans un contexte où certains parlent de lutte des clashs versus lutte des classes, dans un contexte où on a dans la tyrannie de l'immédiateté, un sujet en remplace l'autre, dans un contexte où on a ce que Gérald Bronner appelle la dérégulation massive du marché des idées, du marché cognitif, au sens où presque toutes les idées se valent, tout le monde a son mot à dire, le recul des experts. Alors la version catastrophiste de ça, c'est la montée du complotisme. Et donc, comment répondre à ça? Alors, je vais faire allusion à un rapport en fait, qui a été publié par le SIG, le service d'information du gouvernement, en septembre dernier, qui identifiait 4 chocs auxquels il fallait répondre. Et au fond, pour moi, la communication doit aussi répondre à ces 4 chocs. Et vous les avez tous cités en fait, d'une manière ou d'une autre. Le premier, c'est le choc des temporalités. C'est-à-dire action longue versus promesse longue versus résultat court. Le deuxième choc, c'est le choc des échelles et des référentiels. Bertrand a évoqué les 100 milliards. Oui, effectivement, ça, pour quelqu'un de normalement constitué, pour moi, ça me parle pas 100 milliards. 100 milliards, 50 milliards, je fais pas la différence dans mon quotidien. Donc, au fond, il y a la question de l'exemplification et de la communication à hauteur d'homme. Le troisième choc, ça serait celui de l'attention. Évidemment, bon, je vais pas. Tout le monde a en tête le fait qu'il y a une fragmentation de la consommation médiatique, etc. Donc, il n'est pas infamant de répéter la même chose souvent, plusieurs fois, partout. Au fond, ça s'appelle la cohérence. Et enfin, le choc des légitimités, et on en vient en fait à ce que citait Arnaud, c'est-à-dire la question de la désintermédiation, et puis la question de la déverticalisation. Au fond, quand les politiques aujourd'hui disent « aidez-nous », quand ils disent « aidez-nous à un média à faire connaître, à faire savoir que les personnes âgées de plus de 65 ans doivent se faire vacciner avec la 3e dose », quand on en appelle aux citoyens aussi à une participation. Et au fond, si je comprends correctement, l'essence en fait de ce que Arnaud évoque à la fin, c'est que il y a une nécessité absolue d'appeler à la participation des citoyens. Et au fond, même si la communication publique, politique doit être vertueuse à tout moment, je pense qu'elle a une spécificité dans la période qu'on vit aujourd'hui, la période préélectorale, c'est d'appeler à la participation la plus large possible. Merci beaucoup. On va peut-être se tourner vers notre panel dans un instant pour prendre une de leurs questions. Quand je vous écoutais à l'instant, Mayada Boulo, je me disais en même temps, quand on regarde les scores incroyables, je parle de nos boutiques médiatiques, mais par exemple d'une intervention du chef de l'État dans cette période récente de la crise, qui fait sans doute le meilleur audimat à faire rêver le capitaine Marleau en une seule intervention, c'est quand même qu'il y a je pose la question à tous, c'est quand même qu'il y a quand même, malgré tout ça, surtout en temps de crise, j'imagine, c'est pas moi la spécialiste, mais une attente particulière de cette parole publique et politique que par ailleurs on remet en jeu tout le temps. C'est quand même Arnaud Benedetti c'est un peu paradoxe, c'est la dimension. Plutôt un signe que finalement notre démocratie c'est aussi la dimension monarchique de nos institutions, c'est-à-dire qu'on vit dans un système, vous avez parlé de verticalité, où on a tendance à attendre de la parole qui vient du haut une forme de vérité qui serait révélée. Alors en plus, il y a un contexte qui est le contexte de la crise sanitaire qui exacerbe ce type d'attente. Donc ça, je crois que c'est une réalité. Mais juste pour rebondir ce qui a été dit, il y a un sujet qui est quand même essentiel, à mon sens, c'est la question de la temporalité et de la visibilité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, l'écosystème médiatique dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que ce couplage entre d'un côté les réseaux sociaux et de l'autre côté les chaînes Tout Info, font que les hommes politiques sont comme aspirés par cet écosystème et sont obligés de s'exprimer tout le temps, comme si la visibilité était la condition de leur légitimité. L'hypervisibilité était la condition de leur légitimité et de leur autorité. Alors je pense que c'est une erreur, d'une certaine manière. C'est qu'à un moment donné, ça
savoir gérer la temporalité, être capable de se mettre en distance par rapport aux moloches médiatiques, ça crée tout simplement de la valeur, tout simplement, lorsque vous allez vous exprimer. C'est la valeur rareté. Et la parole, en effet, politique, ça doit être une parole qui doit être aussi, à un moment donné, capable de gérer la temporalité et la distance. C'est ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron, d'une certaine manière, au tout début de son mandat. Manifestement, il a été lui aussi rattrapé, comme l'ensemble de ses prédécesseurs, par cet écosystème médiatique qui est aujourd'hui, en effet, je pense, un facteur de profonde déstabilisation de la représentation que l'on se fait du politique dans l'opinion publique. Est-ce à dire, alors les réseaux sociaux, c'est compliqué d'aller leur demander de se policer, mais est-ce à dire, on parlait des entreprises publiques, est-ce à dire que les médias aussi devraient réfléchir eux aussi, j'élargis peut-être à nos intervenants politiques, à la façon... à ce qu'ils proposent en termes de temps de parole ou de façon de proposer la parole politique. Nous, dans les chaînes, les grandes chaînes de radio ou de télé, on a encore des espaces un peu solennalisés pour la parole politique. D'abord, est-ce qu'on a besoin de solennité? J'en sais rien. Mais est-ce que, voilà, c'est vrai qu'on est souvent critiqué, mais est-ce qu'on ne doit pas, nous aussi, de notre côté, se demander comment on porte cette parole. Est-ce qu'on doit être un Moloch qui consomme du politique à tout bout de champ pour finalement se dire qu'il n'en reste pas. Parfois, si on écoute une chaîne info ou une chaîne radio toute la journée et qu'on vous demande, même si vous avez écouté très attentivement ce qui a été dit comme parole publique dessus, finalement, je ne suis pas sûre qu'on sache très bien ce qui a été dit dans la journée. Alors quand même une spécificité par rapport effectivement aux prises de parole et aux audiences incroyables qu'il y a eu pendant la crise, etc. Je peux citer l'exemple des conférences de presse du jeudi, dont je ne suis absolument pas fan, mais qui avaient lieu chaque semaine et qui en effet tiraient parfois à des pics à 18 millions. Ce qui au passage a un peu remis la télévision au centre des attentions et au centre de la consommation. Bon, ça a un peu reculé, mais enfin ça a quand même relégitimé aussi la télévision. La spécificité quand même de ces audiences, elles étaient très fortes. Pourquoi? Mais c'est aussi une communication que je qualifierais de servicielle. Il ne s'agit absolument pas de faire de la communication politique. Il s'agissait de donner des informations concrètes aux gens. Est-ce que je peux sortir? À quelle heure? Jusqu'où? Jusqu'à quand? Etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont autant regardé. C'est parce que ça leur donnait des informations extrêmement concrètes. Ce n'était pas une parole, en l'occurrence, descendante, jupitérienne, etc. Mais on peut aussi en tirer peut-être, si on est optimiste, on peut aussi se dire que cette parole-là, politique pendant la crise, paradoxalement, elle a peut-être aussi participé à relégitimer la parole publique. Parce que si on regarde au fond, alors je ne suis pas complètement obsédée par les sondages et je ne veux pas inonder de chiffres, mais si on regarde au fond ce que pensent les Français aujourd'hui de la gestion de la crise sanitaire, dans ses aspects sanitaires, ses aspects économiques, etc. Bon, ça a été poussif au début, mais enfin aujourd'hui, il y a quand même une importante majorité de Français qui estiment que la crise a été bien gérée. Alors, c'est pas du tout pour faire un bilan politique ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'action publique, on a estimé que l'action publique avait eu un résultat concret sur, par exemple, des soutiens pour des commerçants, etc. Et au fond, peut-être, si on est optimiste, on peut se dire que cette crise-là, elle pourra participer à la relégitimation, en fait, de la politique, au sens, la politique peut avoir un réel effet sur nos vies quotidiennes. Vous êtes d'accord, Marie Lebel ? Je suis d'accord dans le sens où on n'a pas totalement la même... Mais est-ce qu'on peut s'inspirer Oui. Est-ce que la façon dont on a... Parce que vous disiez une parole servicielle. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça ne doit pas aussi vous faire réfléchir sur quand on intervient, quand on est en interview, quand on doit communiquer? Est-ce que la parole, si une parole servicielle, ça a du sens? Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'en inspirer pour les interventions traditionnelles des hommes politiques? Est-ce qu'on ne doit pas répondre de façon plus directe à ce qu'on leur demande? Non, mais pardon, mais en fait, c'est vrai quand vous êtes presque le seul orateur et qu'un journaliste vous pose des questions, attend votre réponse, entre guillemets, attend que vous ayez fini de répondre. C'est pas exactement le cas de la personnalité politique de moindre envergure, on va dire, moins connue peut-être du grand public, et qu'aujourd'hui, on se complaît un peu à mettre sur les plateaux avec n'importe quel autre type d'intervenant, et où, du coup, l'attente n'est pas du tout la même. Moi, j'ai été porte-parole 1 an et demi, au moment de la crise des Gilets jaunes et au moment de la crise des retraites. Donc, j'ai bien vécu le sujet. Un gros baptême du feu. Voilà, gros baptême du feu. Je pense que, déjà, on attend, à l'inverse d'un membre de l'exécutif,
d'un parlementaire sa capacité à débattre et à débattre un peu de tout. Donc ça rend l'exercice un peu difficile. Et puis moi, je veux surtout pas m'exonérer d'une quelconque forme de responsabilité. Et vous avez raison. Je crois que le politique, il a un devoir un peu d'essayer de répondre à la question et de répondre de manière, avec forcément des éléments de vérité, pas des éléments justes, mais des éléments de vérité. Mais il y a une responsabilité peut-être des chaînes, et particulièrement des chaînes d'information en continu, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis identifié Marie Lebec, La République En Marche, députée des Yvelines, je débat avec des personnalités, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas de quoi elles sont spécialistes, et pardon, mais regardez certaines chaînes d'information, tous sont spécialistes de géopolitique, relations internationales. Et moi, il m'est arrivé de débattre pendant la crise sanitaire, je me retrouve en plateau avec un spécialiste de la santé, il s'avère que c'était un urologue. Je ne veux pas remettre en cause sa compétence en matière de santé, mais très clairement, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur interlocuteur pour parler de l'épidémie. Et je pense que un des enjeux en termes de confiance dans la parole, c'est aussi de mettre en face de vous une exigence dans vos contradicteurs. Chacun a son domaine d'expertise. C'est bien de faire venir des citoyens, comme il y a eu pu avoir à un moment des Gilets jaunes, etc. Enfin, c'est un autre exercice, c'est faire parler un autre public. Mais je crois qu'il ne faut pas forcément... on ne peut pas faire débattre tout le monde ensemble, considérant que tout le monde a la même responsabilité, parce que ce n'est pas vrai. Bertrand Dumont. Oui, je voulais juste faire deux petites remarques pour partager exactement ce que disait Mayada. Je pense que quand même, on a vécu effectivement dans la crise sanitaire un moment où la dimension aussi institutionnelle de la parole politique a été assez forte. Alors avec effectivement un message serviciel, mais il y a une étude intéressante du Conseil d'analyse économique qui a étudié l'évolution de la défiance des Français vis-à-vis entre eux et vis-à-vis des hommes et des femmes politiques pendant la crise sanitaire. Et une des choses qui ressortait, c'est que le Conseil scientifique a plutôt fait l'objet de défiance. Pourquoi ? Parce qu'au fond, c'est une institution qui était très récente, qui n'était pas constituée, dont les membres étaient, pour le coup, beaucoup, un peu comme le disait Marie, sur les plateaux télé, les chaînes de radio. Mais pourtant, avec des CV, je veux dire... Très impressionnant, mais ils avaient un peu chacun leur avis. Et comme il arrive, on pense toujours que la science est univoque, mais en réalité, il y a autant d'avis que de scientifiques. Et ça a contribué, je pense, à nourrir des angoisses, des inquiétudes, des doutes. Et du coup, effectivement, quand vous avez une parole politique un peu plus solennelle, dont on s'est dit au fond qu'elle a dû décanter ses différents avis et qu'elle a défini un cap, eh bien, je pense qu'elle retrouve toute sa logique. Et d'ailleurs, peut-être une des leçons qu'on peut tirer de cette crise, c'est qu'on avait une pièce manquante de ce point de vue-là, c'est qu'on n'avait pas une autorité scientifique bien établie, cohérente, qui est capable d'avoir des messages consistants au cours du temps. Et donc ça, c'est certainement un élément important. Le deuxième élément, et ça rejoint un peu ce qui a été dit, c'est que je pense que la deuxième jambe de la gestion de la crise, ça a été aussi à la fois le fait que en pratique, on a eu un dialogue permanent avec les Français, avec les commerçants, avec les entreprises, et puis aussi, on l'a dit. Et donc, on a bien vu, je crois, que la parole politique, la politique se forgeait de cette dialectique un petit peu permanente, de définition de la meilleure voie de passage scientifique, et aussi, en pratique, de tentatives pour trouver la meilleure façon de protéger les Français. Donc en fait, on a un peu vu la politique se faire, et ça, je pense, c'est plutôt une source de retour de confiance que de défiance. Didier Migaud, vous parliez au tout début de ce panel, de ce que fait la haute instance, donc de jauger, d'évaluer les actions. Et c'est intéressant, je trouve, ce que disent nos intervenants, parce que vous avez tous refait le lien entre une parole n'a pas de sens si elle n'est pas liée à une action, et que c'est aussi à ça qu'on la juge, qu'on l'estime, qu'on l'évalue. Oui, alors je sors un peu de la mission qui est la mienne, là, comme président de la haute autorité, mais bon, mon expérience de premier président de la Cour des comptes, de président de la commission des finances de l'Assemblée, là, dans mes vies antérieures, si je puis dire, me font penser que pendant trop longtemps, le politique ne s'est pas intéressé aux résultats, alors même que le citoyen, lui, attend des résultats. Bon, moi, j'ai toujours été surpris de voir le peu de sensibilité que beaucoup de parlementaires peuvent avoir, d'ailleurs, par rapport justement à cette question des résultats. J'envoie une illustration, d'ailleurs. Bon, en ce moment, vous avez une session budgétaire au Parlement. Le Parlement passe un temps fou, il a le record du monde dans la durée, sur le vote de la loi de finances initiale.
pour pas changer grand-chose. Alors là, il y a eu des amendements très, très importants, mais qui n'ont strictement rien à voir, je dirais, à ce débat classique. Et en revanche, il exécute extrêmement très rapidement tout le débat sur les résultats de l'action publique. Bon, c'est le contraire. Non, mais j'entends, voilà, j'entends que donc c'est le contraire. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Ben, bien sûr que ça ne doit pas fonctionner. On marche complètement à l'envers. Bon, et ce qui est important, bien sûr, au niveau parlementaire, c'est la fonction législative, mais la fonction de contrôle, d'appréciation des résultats, d'évaluation des résultats, c'est ce qu'attendent les Français. Donc on voit bien, y compris à travers le débat national. Moi, j'ai eu des élus qui m'ont dit « Oh, on a été très surpris ». On a beaucoup parlé des rapports des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes pendant ces débats. Mais moi, ça ne me surprend pas. C'est normal, d'ailleurs, qu'on fasse un lien entre le discours politique et le résultat obtenu. Alors, ça rejoint le problème de la temporalité dont vous parliez. C'est vrai que, en plus, le vote d'une loi, le vote d'un certain nombre de décisions, ça prend du temps. Et entre l'annonce et la réalité sur le terrain, il y a un temps qui peut paraître infini pour le citoyen. C'est un vrai sujet pour les responsables politiques. Voilà, mais c'est s'intéresser aux résultats. Ce que vous avez dit sur une meilleure appréciation aujourd'hui de la gestion de la crise, c'est peut-être l'indicateur du nombre de vaccinés qui, par rapport à d'autres pays, qui justement peut faire prendre conscience aux citoyens que peut-être on n'a pas si mal géré dans notre pays la crise sanitaire, en tout cas de ce point de vue-là, par rapport à la vaccination. Bon, donc voilà, on voit l'attachement et la sensibilité que peuvent avoir les citoyens qui très souvent ont le sentiment qu'ils n'en ont pas tout à fait pour leur argent ou pour les discours qui sont tenus par les uns et par les autres. Alors, j'avais sur le papier, mais on sait que souvent sur le papier, c'est pas forcément exactement ce qui se passe dans la vie. On a des étudiants avec nous. Il y a Chloé, il y a Margot, il y a Alexia, et j'avais Nadim aussi quelque part. Nadim a disparu. Et il y a une quatrième personne ou il n'y a que trois? Vous êtes toutes les trois? Alors, dans tout ce qui a été dit, peut-être soit une réaction, soit une question. Peut-être sur la dernière remarque. Est-ce que, parce qu'on de mon grand âge, moi je peux dire que souvent la jeunesse, elle aspire peut-être... Elle a peut-être plus d'idéal dans l'attente de la parole politique. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ce qu'on vient de dire, et ce que disait notamment notre intervenante députée et Didier Migaud sur le résultat, est-ce que pour vous, la parole politique doit être quelque chose qui vous fait... qui vous donne envie de vous engager, qui vous fait vibrer, qui dessine un avenir, ou c'est aussi quelque chose que vous avez envie de mesurer par rapport à une promesse qu'on vous a faite, un engagement et un résultat? Alors moi, d'un point de vue personnel, oui, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas de la plupart de mes camarades de mon âge. Du coup, j'avais une question qui concernait les médias également, qui ont une place fondamentale dans le débat démocratique aujourd'hui. Le plus souvent en recherche de buzz et étant soumis au régime de l'immédiateté, comme vous l'avez dit. En quoi, selon vous, les médias participent-ils à la baisse de confiance des citoyens envers la politique? Moi, je ne fais pas partie du panel, donc je vais, je vais donner qui veut. Ah bah, je pourrais, mais je sortirai de mon rôle. Marie. Non, mais je veux bien démarrer, mais effectivement, je pense le choix et la qualité des intervenants, le fait finalement on ne sait pas exactement qui est l'émetteur du message, quel est le degré de qualification de l'émetteur, je crois, est un élément très important. Je connais le défi pour l'avoir pratiqué des chaînes d'information en continu. Je pense que c'est quelque chose auquel on aspire aujourd'hui dans la société, d'avoir ces chaînes qui parlent de l'actualité en permanence, qui organisent du débat, mais ça, je crois que c'est fondamental et qu'il faut savoir le garder. Mais je crois que le défi auquel elles sont confrontées, c'est très clairement le choix et la qualité des intervenants et effectivement s'accorder sur le fait que finalement, c'est un défi pour elles, mais
que le fond doit être plus important que le clash qui amènera l'audimat. Et après, il ne faut pas être non plus complètement bisounours et se dire que ça va être résolu, parce qu'elles sont aussi soumises à des impératifs économiques, etc. Mais ça, je crois que c'est un élément important. Je crois qu'on a encore, après peut-être la responsabilité du politique, c'est que je crois qu'on a encore aussi, on a ce côté débat qui est nécessaire à la vie politique, je crois qu'il faut l'accepter, mais on a aussi, je pense, des émissions qui accordent davantage de place à la parole politique, et que certains, parfois, peut-être de mes collègues, sont un peu effrayés devant la puissance de cette machine médiatique et de ce que pourraient être les conséquences pour eux d'un bad buzz. Moi, je crois qu'il faut aussi accepter de se dire, parfois, en tant que politique, on est un peu challengé et on va dans des émissions où les journalistes viennent un peu vous titiller, où vous êtes peut-être tout seul en plateau et c'est plus difficile que quand vous êtes 3-4 et que si vous n'êtes pas très à l'aise, ça se noie un petit peu dans la masse. Donc, je crois qu'il faut être en capacité d'alterner pour à la fois dire la politique, ça reste un débat d'idées, de conviction, et le clash est un peu inévitable, mais c'est aussi du fond, apprendre à expliquer. Moi, j'ai, en tant que rapporteur, porté la privatisation de Aéroports de Paris. C'était pas un temps facile. On nous a offert plusieurs fois dans la presse, à la radio aussi, des temps d'expression pour faire la pédagogie finalement de ces réformes. Et je crois qu'il faut accepter aussi ces temps où on explique finalement quel est le sens de ce qu'on fait et les mesures que l'on prend pour y arriver. Mayada Boulos, c'est Arnaud Benedetti. Oui, juste une toute petite remarque par rapport à pour rebondir sur ce que dit Marie, c'est qu'effectivement, on a évoqué la question du choix des intervenants dans les médias, etc. Mais enfin, il faut avant tout laisser les journalistes faire leur boulot. Quelque part, il y a des télés plus que d'autres qui consacrent une partie importante au talk-show, à l'invitation d'intervenants, au débat, etc. Enfin, avant le débat, il y a quand même le reportage, l'enquête, et quelque part, c'est aussi ça qui doit être privilégié par les chaînes avant même d'inviter des gens, et quelle que soit la qualité, la légitimité des intervenants invités. Arnaud Benedetti. Écoutez, moi je me ferai le défenseur des médias en l'occurrence, parce que si vous voulez, moi j'ai un certain âge aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai connu un paysage audiovisuel qui était quand même assez peu pluraliste. Donc il faut quand même se féliciter qu'il y ait une offre, et je considère qu'il y a une offre aujourd'hui pluraliste, contrairement à ce qu'on peut entendre, qui est réelle dans le paysage audiovisuel français. Et ça, c'est un point tout à fait important. Ensuite, les politiques, ils sont maîtres de leur agenda. Rien ne les oblige finalement à accepter un certain nombre de sollicitations. C'est que je pense que le vrai sujet aujourd'hui pour les politiques, c'est d'être capable de se réapproprier cet agenda qui est l'agenda médiatique. Didier Migaud le sait très bien, mais François Mitterrand gérait son agenda médiatique d'une main de maître. Alors évidemment, vous me direz, l'écosystème n'était pas tout à fait le même, hein, c'est-à-dire que c'était avant la toute-puissance des chaînes info et avant la toute-puissance des réseaux sociaux. Mais il en demeure pas moins, quand on regarde par exemple le début des politiques avec la télévision, je pense au général de Gaulle, c'était quelqu'un qui savait d'une certaine façon maîtriser la distance par rapport à l'appareil de la télévision. Je rappellerai une petite anecdote. Vous savez que le président de Gaulle, en 65, ne va accepter finalement de faire une apparition à la télévision qu'au second tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire quand il est mis en ballottage. Mais avant le premier tour, il ne fait pratiquement pas campagne. Donc, il y avait, disons, de la part des politiques, à ce moment-là, peut-être une plus grande maîtrise, peut-être une plus grande volonté de maîtrise de l'agenda qui était le leur. Alors, merci beaucoup. J'imagine que vous avez chacune aussi une question que vous souhaitez. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'appuyer. Je pense que si en régie, là, si vous prenez la parole, ça va se mettre en marche. Vous m'entendez bien ? Parfait. Ouais. J'ai une question axée sur la communication politique. Et donc j'aimerais savoir comment la communication politique doit-elle se réinventer pour renouer le lien, on va dire, de confiance des Français avec leurs responsables politiques. Alors ça, c'est tout le métier de Mayada. Et de Marie, vous avez 2 heures. Non, allez, qui veut répondre, Marie? Merci, Mayada. Je crois que la difficulté aujourd'hui en communication politique, c'est peut-être, moi je trouve, de sortir du cadre de ceux qui s'intéressent à la politique et vont spontanément suivre finalement l'actualité, la vie politique, etc., identifier, et être en capacité de s'adresser à l'ensemble de nos concitoyens français. Je trouve qu'aujourd'hui,
peut-être le défi devant lequel nous sommes, qui est le plus important pour moi, c'est de réussir à ramener ceux qui considèrent qu'aller voter ne sert à rien, tous les abstentionnistes qui estiment que ça ne changera pas leur quotidien, etc. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à faire en termes de confiance, mais il y a aussi un enjeu de faire connaître ce que l'on fait. Moi, j'ai été très frappée quand j'ai été tractée à l'occasion des élections régionales et départementales dans une circonscription plutôt aisée, où les gens s'intéressent plutôt spontanément à la politique, où les taux de participation restent encore assez élevés par rapport à la moyenne nationale, que des gens puissent me dire « Mais pourquoi j'irais voter pour la région ? Ça ne change pas mon quotidien. » C'est quand même un peu une des entités aujourd'hui, une des collectivités territoriales avec le plus de compétences et le plus de moyens financés. Donc, je crois qu'il faut à la fois réussir à être présent sur les différents canaux, les médias traditionnels, c'est de toute évidence, les réseaux sociaux, en sachant que ils évoluent aussi, ils mutent énormément. Vous n'avez pas du tout le même public en fonction de si vous êtes plutôt un adepte de Twitter, de Facebook, de Instagram. Et ça, c'est un vrai défi parce que c'est pas exactement le même type de communication à chaque fois que vous devez avoir. C'est pas les mêmes formats, c'est pas la même interactivité que vous devez réussir à établir. C'est extrêmement chronophage et je pense que c'est peut-être beaucoup plus violent que les médias traditionnels où, je veux dire, une fois le débat passé, généralement on passe à autre chose. C'est beaucoup plus dur sur les réseaux sociaux. Et puis, je pense qu'il faut réussir à trouver aussi des formes d'interaction. Moi, j'aime beaucoup cet exercice de réunion publique, mais la réalité de la réunion publique, c'est que vous avez essentiellement votre fan club et ceux qui ont envie de venir qui participent à la réunion publique. Et donc, il faut réussir, je crois, à trouver sur le terrain les moyens d'une communication très concrète, d'une présence, de savoir que les gens peuvent s'adresser facilement dans le cas d'espèce aux parlementaires ou à n'importe quel responsable politique. Et ça, je crois que, en tout cas, comme ça, je ne sais pas si forcément on ramène la confiance, mais en tout cas, on ramène les gens dans le débat politique. Mayada. Juste une petite remarque, simplement pour compléter, qui a un impact à la fois qui a un impact majeur sur l'efficacité. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin des fins, la communication politique, la meilleure communication politique est celle qui correspond le mieux à la personne qui va l'exercer. Pardon, je vais dire un truc tarte à la crème, mais si lors de sa première intervention publique ou lors de ses interventions publiques, même aujourd'hui, Jean Castex sortait avec un perfecto et qu'un jean slim, il y aurait quelque chose qui collerait pas, qui serait pas raccord. Ne nous tentez pas. Qui serait par raccord avec son image. C'est-à-dire qu'en fait, une communication, et encore une fois, j'ai conscience du côté tarte à la crème de ce que je vous dis, mais enfin, c'est quand même un préalable. C'est que on ne peut pas tromper les gens avec la communication, et la communication c'est pas un coup de baguette magique. Il faut que ça corresponde aussi aux convictions et à l'habitus de la personne qui va l'exercer. Alors, il y avait Bertrand Dumont et Didier Migaud qui parlaient en aparté. Donc, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous disiez. Ce que disaient nos deux intervenantes. Vous réagissiez aussi à la question. Oh, non, c'était juste une remarque que je faisais. Vous disiez que les publics, selon les réseaux sociaux, sont différents. Et voilà. Et ma dernière fille, l'autre jour, m'a montré qu'à 16 ans, m'a montré des vidéos de Jay Barry, le ministre des Transports, qui communique beaucoup sur TikTok. Et manifestement, ça plaît aux jeunes. Donc, quand on voit le nombre de vues, etc., c'est un style nouveau, mais c'était vraiment un aparté. Hein, donc, non, mais ça, c'est très intéressant. Je rebondis. Est-ce que, on imagine qu'on arbitre, vous nous faisiez sourire, mais c'était extrêmement intéressant ce que vous disiez, Mayada, sur Jean Castex qui serait en slim et en perfecto. Est-ce que, je ne sais pas s'il a un compte TikTok, le Premier ministre. Ça. Non, il n'a pas de compte TikTok. Mais est-ce que Bruno Le Maire va sur TikTok? Je sais que le chef de l'État, Bruno Le Maire. Le chef de l'État, il est sur TikTok, absolument. Donc, est-ce que ça se jauge aussi? Parce que, bien sûr. Je parlais de votre cuisine interne qui est passionnante. Est-ce que on se dit, Bruno Le Maire, Twitter ou Instagram, pourquoi pas? Par contre, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Bruno Le Maire. Il en a un, moi je le suis. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de café. Il y a beaucoup de café, beaucoup de jogging. Je vais te laisser parler de la communication de Bruno Le Maire, mais par rapport à la question de jauger, on jauge non seulement en fonction de la personne, donc ça c'était pour répondre à Chloé, mais
par ailleurs par rapport à un écosystème, et ça c'est extrêmement important. Quand on conçoit la communication d'un Premier ministre, on est dans une 5e République où il y a un exécutif bicéphale, on ne la conçoit qu'en complémentarité aussi avec celle du président. Et les deux ne parlent pas de la même manière et ne touchent pas en priorité forcément exactement les mêmes gens. Donc il y a ça aussi. Le président de la République n'a pas la même personnalité, pas la même ADN personnel et politique que le Premier ministre. Dès lors, on imagine plus le président de par, encore une fois, ce qu'il porte, son âge, etc. sur TikTok ou avec McFly et Carlito que Jean Castex avec McFly et Carlito. Encore une fois, ne nous tentez pas. Non, mais moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon effectivement qu'on a cette réflexion quand on travaille pour un politique, de savoir dans quel média il s'exprime, quel est et ce qu'il dit dans chaque média. Et la question de l'incarnation est évidemment importante. Et Instagram, c'est quelque chose qui porte l'incarnation parce qu'on dévoile de façon, évidemment, avec chacun sa sensibilité, mais une partie de la personnalité du ministre. Et je voudrais juste faire un lien avec une expérience précédente, c'est-à-dire que j'ai travaillé moi, pendant 4 ans à la Commission européenne pour un commissaire européen. Et là, l'exercice de communication, je veux dire, est encore plus difficile parce que au fond, vous n'avez pas de public naturel. Parce que c'est les Européens. Mais alors déjà, les Français, c'est pas facile. Même il n'y a pas de public artificiel non plus. Non, mais c'est un public très, très virtuel sur des sujets très difficiles, très complexes, souvent très techniques. Il se trouve que le commissaire pour qui je travaillais s'occupait de services financiers et de marché intérieur. C'est pas facile de tomber amoureux du marché intérieur. Hein. C'est quand même une réalité très, très difficile. Et donc là, la question de la communication, y compris dans un aspect simplement pédagogique, explicatif, était extrêmement, extrêmement difficile. Alors du coup, effectivement, ce genre de médias, c'est aussi une façon d'attirer l'attention et de ramener à soi un peu de public et de s'en servir comme point d'appui pour aller plus loin. Après, je vais faire une toute petite remarque en disant la question fondamentale me semble être de savoir si, au fond, ces médias sont un canal supplémentaire de communication ou si ils distordent, ils modifient la perception de la réalité politique, le jeu des idées eux-mêmes. Et je pense que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, dans lequel les politiques américains disent qu'ils sont perdus parce que les communautés qui traditionnellement faisaient de la politique aux États-Unis, qui étaient les gens qui venaient au meeting, ne viennent plus, c'est-à-dire les communautés locales, les communautés liées au sport, liées à des événements religieux qui étaient les endroits où les politiques américains allaient parler. Donc tout ça, ça s'effrite très très fortement. Et tout se fait à travers des réseaux sociaux, mais dont on voit bien qu'ils ne sont pas de simples canaux, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de réfléchir une image de la réalité, si tant est qu'elle existe, mais enfin d'être transparent en quelque sorte par rapport à la parole politique, mais que au fond, il la modifie, il pèse sur la représentation des différents points de vue. Et ça, je pense, c'est le véritable défi. C'est pas juste, à mon avis, une question de canal supplémentaire. C'est aussi une façon d'impact de ces réseaux sur la représentation et de ces communautés sur la représentation qu'on a des questions politiques. On l'a vu, sur l'assaut sur le Capitole, comment ça s'est préparé énormément sur les réseaux. Et il y avait une troisième question, et on finira sans doute avec vous, mademoiselle, une question de notre panel étudiant des rencontres à notre panel de spécialistes. Bonjour. Bonjour. Mon prénom, c'est Alexia. Je vais juste commencer ma question avec une petite citation qui dit que c'est une belle harmonie quand les actes et la parole vont de pair. La crise sanitaire de la Covid-19 a fait ressurgir un vif débat autour des libertés fondamentales. Moi, je travaille à l'hôpital, donc j'ai été vraiment confrontée à toutes ces difficultés avec la crise. Sur la question vaccinale, Emmanuel Macron avait affirmé que le vaccin ne serait jamais obligatoire. Sur le pass sanitaire, Olivier Véran avait promis qu'il ne s'appliquerait pas à des espaces de vie comme les théâtres, cinémas, bars, etc. Bon, finalement, ça a été le cas, rendant de fait la vaccination obligatoire pour vivre et pour continuer de travailler, pour certains, notamment les soignants. Que la stratégie gouvernementale était bonne ou mauvaise, ne pensez-vous pas que ces changements d'avis, ces promesses non tenues autour du Covid, ont créé, ou plutôt renforcé, un sentiment de défiance dans la parole politique? Qui veut je veux bien dire un mot. D'abord, l'extrême difficulté pour un exécutif, quel qu'il soit, de gérer une crise
telle que celle que l'on a connue, c'est-à-dire une crise sanitaire. Non, mais le problème fondamental, il y a Catherine Bréchignac qui est là et qui nous écoute, elle pourra corriger éventuellement, mais le problème fondamental, c'est que c'est la question de l'articulation de la parole scientifique et de la parole politique. C'est-à-dire que vous avez bien vu que durant cette crise sanitaire, la parole scientifique, et c'est bien normal, a considérablement évolué, puisqu'elle devait tout simplement essayer de comprendre un objet, un virus qu'elle connaissait mal. Et quand la parole politique, finalement, essaye de s'indexer sur la parole scientifique, elle est mécaniquement, j'allais dire, dépendante et tributaire de cette parole scientifique. Donc, en effet, c'était extrêmement difficile. Alors après, il y a eu certainement des erreurs de communication. C'est-à-dire, par exemple, considérer que nous étions en guerre me paraissait une métaphore qui ne correspondait pas à la réalité de la situation. Nous n'étions pas en guerre, nous étions face à un problème qui était un problème sanitaire, ce qui est tout à fait différent. Mais bon, déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, en effet, le deuxième sujet, c'est les contradictions dans une séquence extrêmement rapprochée, c'est-à-dire de quelques mois, de la parole publique qui peuvent, en effet, à un moment donné, désarçonner sur l'opinion publique. Je n'aurai pas la cruauté de revenir sur le discours qui a été tenu par les autorités publiques sur la question des masques, mais on voit bien que c'est quelque chose qui reste encore de manière très forte comme un dépôt fort de cette crise dans la perception que les opinions publiques peuvent avoir de la façon dont elle a géré. Alors, il y a un autre aspect quand même qui est important dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, c'est, disons, la capacité d'amnésie des opinions publiques, qui quand même oublie très rapidement ce qui s'est passé. Et on le voit d'ailleurs à travers la volatilité des études d'opinion. Donc ce qui peut être reproché à un temps donné peut être très rapidement oublié beaucoup plus tard. Alors ce qui pose un vrai problème d'ailleurs en termes, j'allais dire, d'analyse politique, mais c'est une réalité aussi. Est-ce que le reste d'entre vous veut réagir à ce que disait Madame ou apporter une réponse sur ces contradictions ou ces choix qui ont changé au fil de l'épidémie? Il y a bien sûr, je reviens ce que disait M. Benedetti sur le sujet. Il y a je pense, la difficulté peut-être pour le challenge auquel a été confrontée la parole publique dans cette épidémie, c'est une évolution extrêmement rapide d'une situation avec donc effectivement des discours qui ont pu apparaître comme très changeants, mais on est capable d'en faire la lecture aujourd'hui avec le recul, et je pense que c'est très différent quand on était dedans et quand il fallait prendre les bonnes décisions, parce que oui, le politique n'est pas un scientifique, que la parole scientifique finalement, comme l'a dit Bertrand très bien tout à l'heure, elle n'était pas uniforme non plus, et que donc il fallait rendre des arbitrages, et que je pense que aujourd'hui on analyse ça comme un discours très changeant, quand à l'époque on essayait surtout d'amener un maximum d'informations, peut-être à tort d'ailleurs, peut-être qu'on veut trop donner d'informations à nos concitoyens, à la fois pour les rassurer et pour leur montrer que peut-être on ne savait pas tout, mais le sujet était pris en main. Si on sort un tout petit peu juste de la crise et qu'on s'en sert comme d'un prétexte à votre question, moi il y a deux choses. Il y a d'une, la rapidité aujourd'hui à laquelle le responsable politique est soumis. Je suis pour le coup pas du tout d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur notre capacité à décider de l'agenda médiatique, la rapidité avec laquelle circule l'information bien sûr dans les médias traditionnels, mais aussi sur tous les réseaux sociaux, est un véritable défi pour le responsable politique, sur le fait de dire je prends le temps de répondre, parce que ce temps qui est pris est aussi un temps qui est commenté et analysé par les médias, par nos concitoyens. Le silence n'est pas un silence forcément qui n'a pas de conséquences sur le décideur public. C'est le premier point. Et ensuite, je crois effectivement, quelle est l'acceptabilité de nos concitoyens quand on leur dit, quand le politique, et je ne parle pas du parlementaire, mais plutôt de l'exécutif, dit « je ne sais pas ». Essayez dans une réunion publique locale d'aller dire à votre concitoyen je ne sais pas quelle sera la conséquence du changement de circulation dans la commune où j'habite à Louvciennes. Est-ce que ça va fluidifier le trafic? Alors il y a des études, il y a des choses qui vous aident à vous déterminer, mais parfois, et pour reprendre l'exemple de la crise, la situation évolue tellement vite que les impacts peuvent être importants. Donc, est-ce que aujourd'hui nous sommes face à nos concitoyens qui sont prêts à entendre cette réponse? On en a beaucoup parlé quand Édouard Philippe l'a dit. J'allais le dire, Édouard Philippe, et
même Jean Castex parfois peut dire aussi, je suis désolée sur ce point-là. Effectivement, je ne sais pas. C'est peut-être aussi ce qui est attendu aussi parfois par les. Vous n'êtes pas censé être, de tout savoir sur tout le temps. Et ça avait été assez commenté quand Édouard Philippe avait dit, là, au stade de nos connaissances, je ne sais pas. Je suis d'accord, mais contrairement à sur la forme, ce n'est pas la réponse la plus simple à apporter en politique, parce que ça veut aussi dire un moment. Ça avait été apprécié. Oui, mais ça veut aussi dire un moment que le fait de répondre je ne sais pas est une bonne chose, mais montre aussi que vous n'êtes pas forcément en capacité de décider. Or, ce qu'on attend d'un exécutif, c'est aussi de prendre des décisions, parce que c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui guide, qui donne des lignes directrices et des objectifs à atteindre. Non, juste une micro-remarque. Un sémiologue avait fait une étude sur l'ensemble des interventions du personnel politique au sens large au moment de la crise, et une des expressions les plus répétées en permanence, c'était « à ce stade ». Et en effet, puisqu'il y a forcément une décision qui évolue au fur et à mesure d'événements nouveaux ou de variants X ou Y. Mais simplement, peut-être, au contraire, si on regarde dans une version optimiste, indépendamment du fond, parce que je comprends que vous avez aussi des interrogations sur le fond, moi je parle vraiment juste sur la question de la narration et de la communication publique, peut-être qu'au contraire, cette crise aura encore une fois amélioré la transparence de la parole politique et publique. Parce que quelque part, effectivement, j'allais citer précisément cet exemple d'Édouard Philippe, qui au tout début en fait, de sa prise de fonction avait été critiqué parce qu'il ne savait pas répondre à une question chez Jean-Jacques Bourdin. Mais au final, ça a été quelque chose d'extrêmement apprécié lorsque pendant la crise, en effet, il y avait des éléments scientifiques qui ne relevaient donc pas d'une décision purement politique, auquel il répondait « je ne sais pas », puisque c'était un discours de transparence et de vérité. Alors, je ne sais pas, moi, en l'occurrence, si j'ai un maître du temps quelque part, voilà, on me dit que c'est fini. Donc, merci beaucoup à tous. Merci aux étudiantes, et je trouvais, c'était un panel extrêmement intéressant. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous pour ces rencontres.